exercice de variables aléatoires. Ça nous refait faire des choses qu'on a vues avant les vacances entre guillemets. Le devoir à la maison, j'ai pas passé de temps en fait sur la correction du devoir que vous avez fait là sur la première semaine des vacances. Si jamais il y avait des questions, on pourra revenir dessus. Et avec le corrigé et puis les remarques que j'ai pu vous faire, les questions que vous avez pu poser aussi, j'ai l'impression que ça allait. Enfin, ce que j'ai vu, c'était pas trop mal. Alors, ce premier exercice, j'avais marqué facile. Et puis après, j'ai regretté. Parce que j'ai eu peur que ça vous décourage. Parce que, en fait, il y a des gens qui ont eu un petit peu de mal pour la première question. La suite était facile. Ce qui était un peu délicat, c'était la première question. Donc, je reprends l'histoire. On a une urne qui contient n boules, avec des numéros de 1 à n, et on tire toutes les boules. On les prend une par une, puis on regarde le numéro de chaque tirage. Donc, le premier tirage, c'est la boule numéro 2, par exemple. Le deuxième tirage, la boule numéro 5, etc. Et on va associer à chaque tirage une variable xk. Si exactement au rang k, on a obtenu la boule qui portait le numéro k. On dit que c'est une rencontre. Donc, ça veut dire que, par exemple, au deuxième tirage, si au deuxième tirage, j'ai obtenu pile la boule qui portait le numéro 2, alors je dirais que la variable x2, elle est égale à 1. Et sinon, je mettrai 0. On fait bien plus souvent 0. Et on voulait donc déterminer la loi de chaque variable xk. Et il y a eu des questions, des gens qui m'ont dit, est-ce qu'il faut reconnaître quelque chose, qu'on cherchait tout de suite à calculer des plus bas, et que j'ai un peu recadré en disant, non, ce qu'il faut, c'est quand on détermine, quand on vous demande de déterminer la loi d'une variable aléatoire, la première chose à faire, c'est de déterminer le xk de oméga. Sauf si vraiment vous reconnaissez tout de suite une loi binomiale, par exemple, mais même pour ça, vous pouvez commencer par déterminer le x de oméga. Ici, le xk de oméga, c'est 0,1, puisqu'on vous dit que cette variable xk, elle prend soit la valeur 1, soit la valeur 0. C'est tout. Donc, xk de oméga, c'est bien les valeurs prises par la variable x dans l'histoire. Donc, deux valeurs possibles, 0,1. Et là, tout de suite, réflexe, c'est une variable de Bernoulli. 0,1, ça nous donne tout de suite l'indice, c'est une variable de type Bernoulli. C'est la définition même d'une variable de Bernoulli. Alors, quand on dit une variable de Bernoulli, maintenant, on a dit que le début de l'histoire, parce que l'essentiel, c'est de trouver le paramètre de cette variable. Le paramètre petit p, ça correspond par définition à la proba de xk égale 1. Attention, il y a des gens qui m'écrivent la proba de xk. Xk, c'est pas un événement. Donc, pour définir un événement, l'événement associé, c'est xk égale 1. Ce qui veut dire, la boule k apparaît au rang k. Alors, j'ai été un peu vite sur le résultat. On peut le faire un peu au feeling en disant, oh, bah oui, mais comme au rang k, il y a n boules et on n'en tire qu'une, donc une chance sur n pour que ce soit la boule du rang k. On peut le dire comme ça rapidement, et en fait, mais c'est pas toujours aussi intuitif, ou ça paraît pas aussi intuitif à tout le monde. Donc j'ai détaillé un petit peu, et certains qui m'ont posé des questions l'ont bien vu comme ça. On va faire le cardinal de l'événement xk égale 1 divisé par le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, c'est donc tous les tirages possibles. Quand je dis tous les tirages, c'est tous les tirages de toutes les boules. Et effectivement, un tirage, on peut considérer, je crois que c'est Florian qui a demandé ça, si c'était une permutation. Et oui, puisqu'en fait, c'est toutes les boules dans un ordre donné. Et si je prends tous les ordres possibles, c'est toutes les permutations possibles de mes n boules. Donc ça, ce sont tous les tirages possibles. Après, si je veux que la boule K apparaisse au rang K pour avoir cet événement-là, elle est figée, la boule K. Elle est figée au rang K. Donc finalement, la boule K étant figée au rang K, il me reste n-1 boule à prendre et à placer dans n-1 place. Donc, il me reste à nouveau une permutation factorielle n-1. Et quand je simplifie factorielle n-1 sur factorielle n, il me reste bien 1 sur n. Donc, xk suit une loi de Bernoulli, de paramètres 1 sur n. Là, on a tout écrit, on a répondu à la première question.
Deuxième question, donner l'espérance. Et là, ça, c'est super facile parce que comme c'est une loi de Bernoulli, l'espérance, c'est le paramètre. Donc, directement, l'espérance de xk, c'est 1 sur n. Donc, après, c'était facile. Voilà. Au début, c'était un petit peu délicat. On note x, la somme de tous les xk. Que représente la variable x? Donc, si on voit ce qui se passe un petit peu, en fait, j'ajoute des 1 et des 0. Suivant qu'on ait, pour chaque tirage, qu'on ait obtenu une rencontre ou pas. À chaque fois que j'ai une rencontre, je compte 1. Et quand j'ai pas de rencontre, je compte 0. Donc, finalement, quand j'ajoute tout, j'obtiens exactement le nombre de rencontres, puisque je mets des 1 à chaque fois que j'ai une rencontre. Donc, quand je cumule tous mes 1, j'ai le nombre de rencontres. Voilà ce qui était attendu pour cette question-là. Que représente la variable x? C'est fait. Dernière question, déterminer l'espérance. Alors, l'espérance de x, alors, on vous demande pas de trouver sa loi. La loi, en fait, elle est compliquée. Donc, on pourrait dire, on va chercher la loi pour trouver l'espérance, mais là, il y a une feinte. On vous demande pas la loi, que l'espérance. Et x est défini comme la somme des xi, des xk. Donc, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Voilà la technique. L'idée de dire je vais utiliser cette formule-là, ça vient parce qu'on ne nous demande pas la loi de x, on nous demande directement l'espérance. Ça veut dire qu'on peut la calculer directement et en effet, en utilisant que c'est l'espérance d'une somme, ça vient tout seul. Maintenant, chaque espérance, on a dit que c'était 1 sur n, donc ça fait 1 sur n plus 1 sur n fois 1 sur n, ça fait 1. Donc on a terminé l'exercice 1. Alors j'espère que je ne suis pas allée trop vite, parce qu'on a dit que j'étais allée un peu vite, c'était avant les vacances, mais je crois que je voulais boucler en fait. Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi factoriel de n-1. Là-haut, ok. Donc si je fige la boule K au rang K, il me reste n-1 emplacement et n-1 boule. Je peux faire un petit dessin au tableau. Je représente tous les tirages comme ça, comme des emplacements. Et puis je mets les boules dedans. Donc ça, c'est l'emplacement 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire j'en ai 7 et puis c'est tout. Voilà. Je mets mes boules dedans. Donc si je mets, et puis on va figer ici le rang K, et je sais que j'ai la boule K au rang K. Donc ça, c'est figé. Et maintenant, je remplis le reste. Donc il me reste combien d'emplacements? Il me reste tout cela et ceci. Donc en tout, ça m'en fait bien. En tout, n-1 emplacement. Il me reste combien de boules à mettre? La boule, toutes les boules qui correspondent, sauf la 4. Donc j'ai bien n-1 boule à placer. n-1 boule à placer dans ces emplacements. Et le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire la première boule, elle a, au premier tirage, j'ai n-1 choix pour la boule. Au deuxième, j'ai n-2, etc. Donc, on diminue, et finalement, ça vient à brasser toutes les n-1 boules que j'avais ici. Donc, j'ai bien, c'est le nombre de permutations, si on va comme ça, factoriel n-1. Si je reprends le détail, pourquoi? Parce que à la première place, j'ai n-1 choix. Pour la deuxième place, j'en ai n-2, et etc. Et à la fin, la dernière place, il ne me reste plus qu'une boule. Donc, d'où le factoriel n-1. Là, ça fait beaucoup plus. Ah, c'est mieux. J'espère que vous voyez pas à peu près le tableau. Je sais pas comment vous voyez le tableau. Moi, je trouvais qu'il brillait beaucoup. Est-ce que c'est un... Oui, d'accord, merci beaucoup. J'ai pas bien compris pour la question 3, moi, madame. Le nombre de rencontres. Ok. Donc, X, c'est la somme. Et les XI font 1 à chaque fois qu'on a une rencontre. Je reprends peut-être au tableau, peut-être on peut redétailler.
Parce que, ouais, ça va. Euh, alors, sur un cas comme ça, ici, je mets les boules. Donc, on a la quatrième ici, elle était là. Maintenant, je reprends depuis le début. Le premier tirage, je mets la boule 2. Le deuxième, je mets la boule 1. Là, je mets la boule 3. Ça me fait une rencontre. Ici, je mets la 6. Ici, je mets la 5. Et ici, je mets la 7. Ça me fait une rencontre aussi. Si je compte toutes mes rencontres, j'en ai une là, une ici et une là. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend les variables ici? La première variable, je regarde ce qui s'est passé au rang 1. Est-ce que j'ai une rencontre? Non, je mets 0. La deuxième, est-ce que j'ai une rencontre? Je ne vais pas avoir assez de place. Je mets ici. La première, non. La deuxième, est-ce que j'ai une rencontre? Non plus, je mets 0. La troisième, est-ce que j'ai une rencontre? Oui, je mets un 1. La quatrième, est-ce que j'ai une rencontre? Oui, je mets un 1. La cinquième, est-ce que j'ai une rencontre? Non. La sixième, non. Et la septième, c'était juste de la place, oui. Et quand j'ajoute tout, j'obtiens en fait, je fais 1 plus 1 plus 1. Et les autres font 0. Donc en fait, j'ajoute les 1 à chaque fois que j'ai une rencontre. 1 plus 1 plus 1, 3 fois. Donc, autant de fois que j'ai de rencontres. Ce qui fait que ça, c'est bien le nombre de rencontres, puisque j'ai mis un 1 à chaque fois que j'avais une rencontre, et je les ai accumulées. C'est un petit peu fin, effectivement, mais c'est une façon de compter les choses qui est très usuelle, c'est-à-dire de mettre un 1 à chaque fois que ce qui nous intéresse arrive, ici c'était une rencontre, et de mettre un 0 quand ça n'arrive pas. Et quand j'ajoute, ben, au final, je compte le nombre de fois que ça apparaît. Mais bon. D'accord. Bien, je passe à l'exercice suivant. Alors, plus calculatoire. Le calculatoire, on vous dit en utilisant la formule de transfert. Donc, on a une variable x qui suit une loi binomiale. Donc, on connaît les formules, on connaît tout. Et on définit y sous la forme 1 sur 1 plus x. Donc, dans cet exercice, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas d'urne, il n'y a pas de jetons, il n'y a pas de pièces. Il y a juste vraiment quelque chose de très théorique. Et on veut calculer l'espérance de la variable y. L'espérance de x, on la connaît. Pour une loi binomiale, c'est n fois p. Et là, ça n'a rien à voir. Et on nous dit, utilisez la formule de transfert. Allons-y. La formule de transfert, c'est quand on a une fonction ici, y de la forme g de x, l'espérance de y, il faut qu'on écrive les g de xi, donc ici c'est des g de k, fois pi, c'est-à-dire la proba de x égale k. Donc c'est ça, la formule de transfert. En prenant toutes les valeurs possibles dans le x de oméga, et mon x de oméga, comme c'est une loi binomiale, toutes les valeurs possibles, je vais de 0 à n. Donc, la somme des g de xi, pi. Maintenant, j'utilise le fait que x soit une loi binomiale pour écrire p de x égale k avec la formule. Donc là, il faut bien connaître ces formules. K parmi n, p puissance k, q puissance n moins k. Voilà les formules. Et je le remultiplie par 1 sur 1 plus k. Donc maintenant, il va falloir qu'on calcule cette somme-là. Et elle n'est pas sympathique parce que c'est le 1 sur 1 plus k qui m'embête. Donc, je vais commencer par essayer de travailler avec la formule magique pour simplifier cette expression-là. Mais pas de façon usuelle, parce que si je pars de k parmi n et j'applique la formule magique, je vais avoir un n sur k, k-1, n-1, et le n sur k, ça va jamais se simplifier avec ça. Alors, je l'ai prise un peu à l'envers. Je suis partie de k plus 1 parmi n plus 1. C'est-à-dire, j'ai tout décalé d'un cran. Quand j'applique la formule magique, j'ai n plus 1 sur k plus 1 fois k parmi n. Et là, dans cette expression-là, je vois des choses intéressantes par rapport à celles que je veux obtenir. Il suffit de tout diviser par n plus 1. Si je divise par n plus 1, j'obtiens la partie qui est là.
Donc 1 sur k plus 1, k parmi n. Et de l'autre côté, j'obtiens ce k plus 1 parmi n plus 1, mais divisé par n plus 1. Donc je vais pouvoir, dans cette expression, remplacer tout ce pâté-là par 1 sur n plus 1, k plus 1 parmi n plus 1. Pourquoi c'est mieux? Parce que ici, le terme en fraction qui m'embête là dépend de k, et là, ça dépend pas de k, puisque c'est 1 sur n plus 1. Je peux donc pouvoir le mettre en facteur, de sortir de la somme. Bien, donc j'utilise ça pour remplacer ici. On voit très bien ce qu'on a fait. Et dans cette expression, effectivement, je vois que c'est quand même bien plus agréable, parce que le 1 sur n plus 1, je peux le mettre en facteur. J'obtiens donc une somme avec des parmi, des puissances. C'est, en gros, il y a la formule du binôme qui est cachée quelque part là-dedans. Elle n'est pas très jolie, parce que la formule du binôme, le truc essentiel, vraiment de base, après le reste, ça s'arrange. Mais il est indispensable que ce qui varie dans le parmi, dans le cas du k parmi n, en fait, ce soit le même que celui qui bouge ici. Or ici, c'est pas k, c'est k plus 1. Le k qui bouge en indice de somme, c'est pas le k du parmi. Donc, il faut faire un changement d'indice. Déjà, c'est vraiment le truc essentiel. Après, le reste, ça va être tout le bazar dans les puissances, dans les bornes, mais le reste, on en fera notre affaire. Mais il faut absolument que ce qui bouge dans la somme, ce soit le k du k parmi n. Le L du L parmi n, si vous préférez. Donc, j'ai posé L égale k plus 1. Quand je pose L égale k plus 1, ça veut dire que k, c'est L moins 1. Bien, pour les bornes, quand k est égal à 0, ben, L, ça fait 1. Et quand k est égal à n, L fait n plus 1. Donc, ma somme, c'est bon. Je remplace k plus 1 par L dans le parmi. J'ai tout fait pour. Les puissances, donc ça change un petit peu, parce que là, j'avais une puissance k, donc ça fait L moins 1. N moins k, ça fait n moins, entre parenthèses, L moins 1. Je joue sur les parenthèses. J'ai un plus qui réapparaît. Je pense que ça, vous maîtrisez. Alors, je reviens quand même pour dire ce que je fais ici. Ici, je voudrais retrouver à nouveau une formule du binôme. La partie qui est à droite, hein, ça ressemble bien, enfin la somme, ça ressemble bien à une formule du binôme. Il y a deux petits problèmes. Ça démarre pas à 0. En revanche, le n plus 1, c'est pile ce qu'il nous fallait. J'ai ici n plus 1 moins L, si je l'écris bien. Il y a juste là, c'est pas super, parce que j'ai L moins 1, il faudrait que j'ai que L. Il suffit de mettre P puissance moins 1 en facteur, et P puissance moins 1, c'est 1 sur P. Donc, je le mets en facteur ici. Et voilà ce qui me reste dans mon sigma. Donc, n moins L plus 1 ou n plus 1 moins L, si on veut. Là, P et Q sont bien en termes de puissance, tout va bien. Le parmi, il est propre. J'ai un petit problème dans la somme. Parce que pour avoir la formule du binôme, il faut que la somme commence à 0. Alors, je vais dire que la somme commence à 0 et je vais enlever le terme L égale 0, je vais le remettre dans la somme et je vais l'enlever pour que ça reste égal. Et quand je regarde la valeur du terme quand L est égal à 0, j'ai 0 parmi n plus 1, ça fait 1. P puissance 0, ça fait 1. Et Q puissance n plus 1. Donc, le terme L égale 0 que j'ai rajouté là, je dois l'enlever sous cette forme Q puissance n plus 1. Maintenant, ben, là, c'est la formule du binôme. Donc, je vais pouvoir regrouper en disant que c'est exactement P plus Q à la puissance n plus 1. Si on regarde ce qu'on recherchait comme formule, ben, on voulait pas, c'était pas tout à fait la même chose. Le 1 sur n plus 1, je l'ai. Le 1 moins Q, je l'ai pas, mais j'ai P, donc ça va aller. Et le 1 ici, en fait, le 1 ici, zut, c'était pas la bonne. Voilà. C'est que P plus Q, ça fait 1. Donc P plus Q à la puissance n plus 1, ça fait 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Donc quand je simplifie, voilà ce qu'on obtient. Et le 1 sur P ici, si j'écris que P c'est 1 moins Q, j'obtiens exactement l'expression qui était demandée. Voilà pour cet exercice. Donc très calculatoire, un exercice autour de la somme du binôme. On retrouve des choses qu'on avait déjà vues avant les vacances. Ou je vous avais embêté avec les petits QCM ou des choses comme ça. S'il y a une question, je reprends. Sinon, je passe à l'exercice suivant. Madame, j'ai du mal Est-ce que ce serait à possible? remplacer dans la formule de transfert.
Ouais, d'accord. Et c'était Margot qui demandait un truc avant? Non, c'était Emma, mais vas-y. C'était Emma. Mais donc il y a la formule de transfert non mais il y a pas une autre question, c'était? J'ai eu qu'une question en fait sur les deux. Vous avez j'ai perdu des gens. Alors la formule de transfert, je reprends, c'est ici. Je vous le refais au tableau. Alors au tableau, la caméra. Madame, est-ce que Oui. vous pourriez rallumer le tableau, s'il vous plaît? Comme ça, c'est mieux? Vous voyez mieux? Ouais, merci beaucoup. Ok. Donc la formule de transfert, c'est pour calculer E de G de X. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé, c'est une étape. Alors, E de G de X, on a dit que c'est la somme des G de Xi PI. Donc ça, c'est vraiment la formule du cours en étant dans X de l'humain. Je veux l'appliquer à un autre exemple. Notre exemple X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Donc, les Xi, les valeurs, c'est X égale K. On a des probas de cette formule-là. Donc, mes Xi, c'est des K. Et PI, je vais mettre une couleur. PI ici, ça va être la proba de X égale K à chaque fois. Ce qui fait que quand je reprends l'expression, E de G de X, ici G de X, c'est donc Y. Je prends la somme dans tout l'univers oméga, c'est-à-dire de 0 à n, parce qu'on a une loi binomiale. Je remplace les G de xi. Alors, la variable G, c'était la fonction G. C'était, je vais mettre ici, G de X, c'est 1 sur 1 plus X. Donc, G de xi, ici est en K, 1 sur 1 plus K. Donc là, je viens de remplacer cette partie-là. G de xi, c'est le 1 sur 1 plus K. Et PI, c'est la proba de X égale K. P de X égale K. Puis ensuite, je remplace parce que je connais la proba P de X égale K, vu que c'est la loi binomiale. Ça va mieux comme ça? Oui, merci. Un petit peu. Est-ce qu'il y avait une autre question sur cet exercice ou je passe à l'exercice 3, s'il n'y a pas de plus de questions? Alors, qui était un petit peu plus long. Donc, une fois qu'on s'était échauffé sur le 1 et le 2, on peut passer au 3. Alors, c'est parti. Là, il y a une histoire. Une urne, il y a des boules blanches au départ. Il y en a B. B comme blanche, c'est facile. R comme R, boule rouge. Et on fait des tirages. De quelle façon? Quand on prend une boule, on la remet toujours. Mais au fur et à mesure, je rajoute ces boules, C étant une constante, de la couleur qu'on a tirée. Donc, si je prends une boule blanche, d'un seul coup, je remets ces boules blanches en plus dans l'urne avant de recommencer le tirage suivant. On imagine que dans cette situation-là, si je mets, si le C est assez grand, hein, donc dès que j'ai tiré une première boule blanche, je vais mettre d'un seul coup beaucoup de boules blanches dans l'urne, donc je vais diluer mes boules rouges. Au tirage suivant, je vais avoir plus de chances d'avoir une boule blanche. Donc, voilà un petit peu le principe. Et en fait, ce qui est assez surprenant, voire même paradoxal, c'est qu'on va déterminer donc la variable xn qui me dit si j'ai une boule blanche au rouge au rang n. Donc 1 si la boule est rouge, 0 si elle est blanche. Mais ces variables, elles auront quand même
toute la même loi. Donc, c'est ça qui peut paraître un petit peu paradoxal, alors qu'on a l'impression que dès le premier tirage, si j'ai une boule blanche, ben, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir une rouge. Donc, au deuxième, j'aurai peut-être plus de chances d'avoir une blanche, donc encore moins de chances d'avoir une rouge. On a l'impression que cette variable xn, elle part en extinction dès qu'il y a un déséquilibre, dès qu'on a eu des blanches. Alors, certes, c'est vrai, mais en même temps, dès que j'ai eu une rouge, le déséquilibre, il se met dans l'autre sens. Et comme le fait d'avoir une blanche ou une rouge au départ, c'est aléatoire, et à chaque étape, c'est aléatoire, le déséquilibre qui se produit, mais comme il est aléatoire dans un sens ou dans l'autre, finalement, ça s'équilibre. Moi, je le vois comme ça. Ce qui fait que à la fin, on montre par récurrence que toutes les variables x1, xn ont la même loi. Alors, c'est parti au départ pour la loi de x1, la loi de x. Donc, la variable x1, c'est une variable qui vaut 1 si la première boule tirée, elle est rouge, et 0 si elle est blanche, tout simplement. Et x2, même chose, mais au rang 2. Alors, je me lance dans mes calculs. D'abord, je regarde toujours, je démarre avec x1 de oméga. Et forcément, on est sur du 0,1. C'est la définition de la variable x1, de la variable xn de façon générale. Donc, c'est une loi de Bernoulli, puisqu'on a 0,1. La difficulté qui nous reste, c'est de déterminer le paramètre, le P1. Donc, on a une loi de Bernoulli de paramètre P1. P1, ça représente systématiquement la proba de x1 égale 1. C'est la définition de ma loi de Bernoulli. Alors, x1 égale 1, j'essaie de comprendre un peu mieux la situation. Ça signifie qu'on a tiré une boule rouge au rang 1. J'ai pas défini l'événement, mais je pense que la notation est assez explicite. R1, rouge au rang 1. Voilà, c'est simple. La proba d'avoir une rouge au rang 1, c'est pas compliqué. On a R boule rouge, on a R plus B boule au total, R chance sur le total. Donc, on peut dire que x1 suit une loi de Bernoulli de paramètres R sur R plus B. C'est la proba d'avoir une rouge au premier tirage. Pour la variable x2, je vais raisonner de la même façon, c'est un petit peu plus compliqué, mais la première chose à dire, comme on n'a que deux résultats possibles qui sont 0 et 1, il s'agit d'une loi de Bernoulli. Il n'y a plus qu'à calculer le paramètre P2. Donc maintenant, ça, je connais la technique. On l'a vu pour l'exercice 1, là c'est la deuxième fois dans le même exercice. C'est parti, P2, c'est la proba de x2 égale 1. Alors, x2 égale 1, ça veut dire avoir une rouge au rang 2. Et là, c'est plus compliqué par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'une rouge au rang 2, ben, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, de ce qu'on a eu au premier tirage. Et là, ça dépend, c'est un indice. Ça dépend, ça veut dire les probas totales. Et ça dépend de quoi? De ce que j'ai eu au premier tirage. Donc, je vais appliquer la formule des probas totales avec comme système complet une rouge au premier tirage ou une blanche au premier tirage. On voit bien que c'est lié, quoi, c'est très important. Si on veut faire un petit arbre, mais c'est pas forcément nécessaire, on peut l'écrire directement. Donc, R2, c'est R2 sachant R1 fois P2 R1, donc premier événement du système complet, plus R2 sachant B1 fois P de B1. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça veut dire en fait deux événements contraires, R1 et R1 bar. C'est vrai. Mais je préfère écrire B1, je trouve que c'est plus parlant de dire j'ai une blanche plutôt que de dire je n'ai pas eu une rouge. C'est une phrase un peu compliquée. Je calcule toutes les probas et là, tout se calcule facilement. Une rouge au premier tirage, ben, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, hein, on avait R rouge sur B plus R. Là, la blanche au premier tirage, j'ai B blanche sur B plus R. Donc ça va. Maintenant, il faut que je calcule. Sachant que j'ai eu une rouge au rang 1, la proba d'avoir une rouge au rang 2. Donc, et là, sachant que j'ai eu une blanche au rang 1, la proba d'avoir une rouge. Alors, sachant que j'ai eu une rouge au premier tirage, j'ai rajouté dans l'urne C boules rouges. Donc maintenant, le nombre de boules rouges, c'est R plus C. Donc la proba d'avoir une boule rouge, R plus C, divisé par le total des boules. Mais le total des boules, ben, c'est celle que j'avais au début, plus les C boules rouges que je viens de rajouter. Donc ça, c'est la proba d'avoir une rouge au rang 2, sachant qu'on a rajouté ces boules rouges. Donc voilà pour cette partie du calcul. Maintenant, je vois ce
qui se passe ici. Si j'ai obtenu une blanche au rang 1, j'ai rajouté ces boules blanches. Donc, au total, j'ai bien les B plus R du début, plus C, mais les C qui sont là sont des boules blanches. Et combien j'ai de boules rouges? Ben, j'ai que les R du début. Puisque j'ai ensuite, c'est le B plus C, c'est des boules blanches. Donc, nombre de boules rouges sur nombre total de boules, c'est la proba d'avoir une rouge au deuxième tirage. Donc, proba totale, et on explicite les valeurs. C'est pas très joli comme ça, je vais simplifier un peu tout ça. Je me rends compte en fait que déjà, tout est au même dénominateur. Donc, je vais l'écrire, ce même dénominateur, mettre une seule fraction. Et puis, quand je regarde ce que j'ai en haut, je vois que j'ai le R qui apparaît là et là, donc je vais le mettre en facteur. Il est multiplié par R plus C et par B. Donc B plus R plus C. Et là, je me rends compte que en haut et en bas, j'ai deux fois la même chose, que je voyais pas du tout apparaître au départ. Je simplifie, il me reste donc R en haut et B plus R en bas. Ce qui fait que, surprise, la proba d'avoir une boule rouge au deuxième tirage, c'est la même proba que celle d'avoir une boule rouge au premier tirage. Du fait des conditions. Mais c'est étonnant. Moi, je trouve ça étonnant. Assez paradoxal. Alors après, on peut se raisonner et dire, ah oui, mais c'est parce que le déséquilibre, en fait, il est compensé. Et oui, on voit bien donc que X1 suit une loi, donc la proba d'avoir une rouge au rang 1, c'est ça. Et X2 suit une loi de Bernoulli avec la proba d'avoir une rouge au rang 2. Mais la proba d'avoir une rouge au rang 2, c'est la même. Bien, maintenant, on nous demandait, donc ça c'est fait, là, X1, X2 c'est fait, on veut montrer que finalement c'est toujours la même loi. C'est-à-dire que la proba d'avoir une rouge au rang n, c'est toujours la même. Et pour ça, c'est plus pratique en fait de travailler vraiment sur les variables que de travailler que sur des probas. Alors, je prends les variables X1, X2, je vois qu'elles ont la même loi et je suppose que ça va jusqu'au rang n. Donc ça, c'est l'initialisation, c'est fait, puisque je sais que au rang, pour n égale 1, c'est vrai, X1 a la même loi que lui-même, X1, X2 ont la même loi, donc c'est initialisé au rang 1 et au rang 2, cette propriété. Il s'agit maintenant de montrer l'hérédité. Pour montrer l'hérédité, je suppose donc que mes n variables ont la même loi, et je vais essayer, bon c'est ABC, hein, c'est en 3 étapes ici, parce que c'est un peu long, je vais essayer de montrer que xn plus 1, ben, c'est aussi la même loi. Et là, je fais apparaître la somme de toutes mes variables, x1, xn. Et c'est un petit peu la même idée que ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, que représente la variable Sn. À chaque fois que j'ai une boule rouge, je mets le x qui correspond, je lui donne la valeur 1. Donc, si c'est au rang 2 que j'ai une boule rouge, j'aurai x2 égale 1. Et au rang 5, j'aurai x5 égale 1. Et je vais ajouter ces 1. 1 plus 1, puis le reste, ce sera des 0. Et au final, quand je vais faire le total, j'aurai ajouté les 1 autant de fois que la variable, que les boules rouges vont apparaître. Donc, j'aurai le nombre d'apparitions des boules rouges. Donc, Sn, c'est le nombre de fois où je tire une boule rouge dans mes n tirages. On va essayer de faire une phrase en français un peu plus propre. Sn, comme c'est la somme des xn, c'est donc finalement, si je compacte ma phrase, le nombre de boules rouges obtenues sur les n premiers tirages. Puisque c'est le nombre de fois que j'obtiens une boule rouge sur les n premiers tirages, je trouve que ça fait une phrase un petit peu plus jolie si on le dit comme ça. Donc j'espère que là vous êtes bien convaincus et ça correspond à notre histoire de rencontre tout à l'heure. On mettait 1 quand ça marchait, 0 quand ça marchait pas. Et quand je compte le nombre de 1, ben je compte toujours le nombre de fois où ça a marché. Et tout à l'heure, ça me donnait donc le nombre de rencontres. Et là, le nombre de fois où ça a marché, ça me donne le nombre de tirages de boules rouges. Donc, le nombre de boules rouges qu'on a tirées. Donc, on a répondu à cette question-là. Que représente? Maintenant, le Sn de oméga. Les valeurs possibles pour ce nombre de tirages. Ben, le nombre de boules rouges. Je peux avoir, est-ce que je peux avoir 0 boule rouge? Pas de bol, quoi. J'ai obtenu que des blanches.
La première, c'était une boule blanche. Je la remets de toute façon. Donc, la suivante, oui, elle peut être encore blanche. Et encore même plus, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, forcément, plus j'ai de blanche, plus j'ai de chances d'avoir une blanche. Puisque j'en remets dans cette urne, je dilue les boules rouges. Donc, je peux avoir pas de rouge, donc une blanche, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 0, c'est possible. Donc, je peux démarrer à 0. Après, je pourrais n'avoir qu'une seule boule rouge, c'est-à-dire une au début, puis après que des blanches. Ou une rouge, mais un autre endroit. Je peux avoir, j'ai toutes les possibilités. Ça peut être donc 0, 1, 2. Est-ce que ça peut être n? Ça veut dire que le premier tirage, j'aurais eu une boule rouge. Le deuxième, encore une boule rouge. Et que des boules rouges jusqu'à la fin. C'est tout à fait possible. Donc finalement, le Sn de oméga, ça va de 0 jusqu'à n. Ça nous permet déjà de fixer un petit peu les choses. Attention, ça ne veut pas dire forcément que ce qu'on peut dire, ah ben on connaît, c'est comme une loi binomiale. Oui, c'est pas parce que c'est le même Sn de oméga que c'est forcément une loi binomiale. Il y a aussi le jeu des probas. Et on ne connaît pas la proba de Sn égale k. Et elle est compliquée à calculer et on ne va pas la chercher. Donc là, on a répondu à toute la question 1. Et on va utiliser les Sn égale k, mais on ne va pas chercher à les calculer, j'insiste, parce que c'est compliqué et c'est pas du tout binomial. Alors, en revanche, on vous dit d'utiliser le système complet et de calculer la proba de xn plus 1 égale 1 en utilisant ce système complet. Alors, xn plus 1 égale 1, ça veut dire qu'on a une boule rouge au rang n plus 1. Voilà ce que ça signifie. Alors, une boule rouge au rang n plus 1. Mais ça dépend. On est d'accord. Ça dépend de quoi? Ça dépend de combien j'ai de boules rouges dans mon urne, au final. Et de blanches, hein, évidemment. Et le nombre de boules rouges, combien j'ai de boules rouges dans mon urne, ça dépend des rouges qui sont apparus au fur et à mesure des tirages. Puisque plus j'ai eu de rouges, plus j'en ai rajouté. Alors, il va falloir qu'on essaye de modéliser ça un petit peu plus précisément. Et en tout cas, ce que je peux dire, puisqu'on m'a incité à utiliser la formule des probas totales avec ce système complet Sn égale K. Donc, on a dit Sn égale K dans l'énoncé. On ne voulait pas trop spoiler, donc on a dit le système en prenant tous les cas dans Sn de oméga. Mais Sn de oméga, c'est bon, hein, on l'a trouvé. C'est les nombres de 0 à n. Donc, ma somme, elle va de 0 à n. Et je prends donc toutes les probas conditionnelles, sachant Sn égale K, et je multiplie par les probas de Sn égale K. J'insiste, je vais pas calculer ça. Ça a l'air compliqué et c'est pas demandé. Donc, attention, on va essayer de feinter pour ne pas avoir à calculer ces probas. Je vais juste travailler sur les probas conditionnelles. Donc, la proba d'avoir une rouge au rang n plus 1, sachant qu'on a obtenu K boules rouges dans les précédents tirages. Je vais essayer d'expliciter un peu la situation, l'état de mon urne quand j'ai obtenu K boules rouges sur les n précédents tirages. Dans l'urne, j'ai quoi? Il y a des boules rouges, des boules blanches. Combien de boules rouges? Il y a les R du début. Et à chaque fois que j'ai obtenu une boule rouge, j'en ai rajouté C. Comme j'ai obtenu K boules rouges sur mes n premiers tirages, j'ai rajouté K fois C boules rouges. Donc ça, c'est toutes les boules rouges que j'ai. Tant que j'y suis, je vais étudier combien il y a de boules blanches. Il y a les B du départ. Et j'en ai rajouté aussi. Parce que à chaque fois que j'avais pas une boule rouge, là, j'avais une boule blanche. C'est-à-dire n moins K fois, j'ai obtenu des boules blanches. Et toutes ces fois-là, j'ai rajouté ces boules blanches. Bien. Ça, c'est la composition de l'urne. Au total, on a combien de boules au total dans l'urne? Ben, j'ajoute. Donc, j'ai toujours les R plus B du début. Et en fait, j'ai rajouté à chaque fois ces boules, soit rouges, soit blanches. Et au total, j'ai rajouté n fois ces boules. Ce qui fait que la proba ici, donc sachant Sn égale K, j'ai combien de boules au total dans l'urne? J'en ai B plus R, donc toutes celles du début, plus toutes celles que j'ai rajouté n fois ces boules. Donc ça, c'est le nombre total de boules rouges. Et la proba d'avoir une boule rouge, ben, je vais compter combien j'ai de boules rouges, c'est ce que j'ai fait ici. Donc le nombre de rouges sur le nombre total.
C'est cette proba ici qui est assez simple. Et celle-ci, je la calcule pas. Je veux pas la calculer. Pourquoi je veux pas la calculer? Parce que quand je regarde dans l'expression, on nous demande de faire apparaître E de Sn. E de Sn, je sais que c'est la somme des K, P de Sn égale K. Et ici, on fait apparaître rien, c'est-à-dire 1. Et 1, c'est la somme des P de Sn égale K. Donc en fait, je vais pas calculer, je vais arranger les sommes. C'est une technique assez classique. Comme moi je la connais, c'est facile, mais surtout, je ne calcule pas ce truc-là. Si on avait voulu vous le faire calculer, on vous aurait demandé la loi de Sn à un moment donné. Alors, je vais prendre la somme qui est là et je vais développer. Je vais développer en essayant de mettre en facteur ce qui ne dépend pas de K. Alors, le terme qui est en dessous ne dépend pas de K, je vais pouvoir le sortir de la somme. Et en haut, je vais avoir R, P de Sn égale K, plus K fois C, P de Sn égale K. Ce qui me donne ça comme développement. Dans la première partie de la somme, donc j'ai R, P de Sn égale K, je peux mettre le R en facteur. Et dans l'autre partie de la somme, j'avais K, C, P de Sn égale K. J'ai mis le C en facteur, mais le K, il est resté. Lui, il n'a pas le choix, il est obligé de rester dans la somme. Et j'ai mis en facteur aussi le terme R plus B plus NC, que j'ai sorti sous forme de fraction. Bien, arrivé là, c'est là qu'on a des choses magiques qui apparaissent. Ça, la somme des P de Sn égale K, ça fait 1. Et parce qu'on a un système complet d'événements. Et la somme des K P de Sn égale K, c'est le fameux E de Sn qu'on doit trouver dans la formule. C'est lui-là. J'ai le C et j'ai ça fois 1, j'ai tout. Et voilà. Donc, on a bien obtenu cette partie de la question, c'est-à-dire en supposant que les xn ont la même loi, on a réussi à déterminer la proba de xn plus 1 égale 1. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui va nous donner la loi de xn plus 1. Vu qu'on a une variable de Bernoulli, c'est le petit p. C'est le paramètre de la loi de Bernoulli. On n'y est pas encore parce qu'il faut dire que ce petit p, c'est-à-dire ça, c'est le même que celui qu'on a obtenu précédemment. C'est toujours le fameux R sur R plus B, que ça reste constant d'un tirage à l'autre, ce qui est surprenant et ce qui n'est pas lisible ici. Il va donc falloir qu'on calcule E de Sn. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis non mais Sn, on ne cherche pas sa loi, puisqu'on ne me l'a pas demandé. Et il faut quand même qu'on calcule E de Sn. Et là, il y a une feinte, parce que qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'avais une coquille, il me manquait un truc. Donc c'est ça qu'il fallait garder. Alors, E de Sn, je peux le calculer facilement parce que c'est la somme d'autres variables qui sont pas du tout indépendantes, hein, elles sont vraiment liées, mais donc on peut calculer l'espérance de la somme sans calculer la loi de Sn. Ça, c'est la grosse feinte depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on a déjà utilisé dans l'exercice 1. Donc, je dis que c'est la somme de toutes les espérances, chacune étant une petite loi de Bernoulli. On a supposé que ces variables x1, xn suivent la même loi, c'est-à-dire la loi de Bernoulli R sur R plus B, puisque c'était la loi de x1 et que c'était la loi de x2, si elles suivent toutes la même loi, voilà ce qui est imposé. Donc, si j'ai ça, je connais forcément l'espérance. L'espérance, c'est le petit p pour une loi de Bernoulli. Donc, chaque xi ici a comme espérance R sur R plus B. Et je fais ça n fois. Donc, l'espérance de Sn, c'est n fois R sur R plus B. Ce qui fait que maintenant, ça, je vais pouvoir le remplacer dans l'expression ici et pouvoir simplifier P de xn égale 1. P de xn égale 1, je remplace donc ici E de Sn par ce nr sur R plus B. Dans l'expression qui est là, c'est pas très très chouette, on va essayer de mettre tout au même dénominateur. Donc je vais multiplier ici par R plus B, en haut et en bas, cette petite fraction. Et comme ça, tout est sur le même dénominateur, R plus B plus NC fois R plus B. Ce R, il est multiplié par R plus B, et ici, j'ai regroupé C, N et R.
je constate ici que je peux factoriser par R. Je mets R en facteur, j'obtiens R plus B plus NC. R plus B plus NC. Et je constate que en haut et en bas, j'ai le même terme que je peux simplifier parce que c'est multiplié. J'ai encore vu des gens qui pouvaient simplifier avec des sommes récemment. Bien, quand je simplifie ça, il me reste R sur R plus B. Miracle. C'était ce que je voulais trouver. Je peux donc en déduire que Xn plus 1 suit la loi de Bernoulli de paramètre R sur R plus B. J'ai pas rappelé que son Xn de oméga, c'était 0,1. Mais ça, c'est donné dans l'énoncé dès le début, en fait. Puisqu'à chaque fois, on vous dit ça prend la valeur soit 0, soit la valeur 1. Donc, c'était bien du Bernoulli. Il restait plus qu'à trouver le paramètre. C'est ce qu'on vient de faire. Conclusion. Donc, on a trouvé la loi de Xn plus 1. La question 3, c'est conclure la récurrence. Ah, c'était pas écrit. Et donner la loi de Xn pour tout n. Alors, la récurrence, si on met bien ça d'aplomb au propre, si j'appelle Pn la propriété de récurrence, pour bien voir ce qu'on a, c'était les variables Xn suivent toutes la loi de la même loi. C'était pas donné dans l'énoncé, mais là, je vais l'expliciter. C'était pas donné pour pas spoiler le truc. Donc, la même loi de Bernoulli de paramètre R sur R plus 2. Ça, c'est ma propriété de récurrence. Cette propriété, on l'a initialisée au rang 1, c'est facile. Ça veut dire X1 suit la loi B de Bernoulli de paramètre R sur R plus B. Donc, c'est initialisé. On a même initialisé au rang 2. On a vérifié que ça marchait pour X2. Ça nous donnait déjà une petite idée de la démarche. Et là, on vient de prouver que cette propriété était héréditaire. Alors, attention, la propriété, c'est sur toutes les variables. Mais si on dit que les variables x1, xn suivent cette même loi de Bernoulli, alors xn plus 1 aussi. Donc, finalement, les variables x1, xn et xn plus 1 suivent la même loi. Donc, la propriété, elle est bien héréditaire. Si elle est héréditaire, elle est vraie pour tout n. Ça veut dire que toutes les variables suivent la même loi de Bernoulli. Et de façon générale, ça veut dire que xn suit toujours la même loi de Bernoulli. Et bien donc, on a réussi à aller au bout de cet exercice. Je remets la dernière diapo parce qu'il y a des gens qui recopient. Pour que vous ayez de quoi noter. Mais de toute façon, je vous envoie toutes les diapos au final. Hein, donc, les feuilles toutes remplies. Pour chaque exercice, je vous mettrai ça dans Discord tout à l'heure. Pas tout de suite, parce que là, je vais aller en réunion. C'est une réunion à 10 h. Mais je vous mettrai ça en fin de matinée. Les exercices corrigés. Voilà, sur Discord et je mettrai aussi sur... je les enverrai par mail. Il y avait une question? Oui, enfin, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous pourriez... Enfin, s'il y en a qui écrivent encore non, mais est-ce que vous pourriez revenir à la diapo? Enfin, il me manquait juste une phrase, s'il vous plaît. À laquelle? À la diapo juste d'avant. Ah oui, alors elle est loin, la diapo juste d'avant. C'est là. Ok, voilà. Je vais faire à la main. Là. Il faut que j'en enlève. Celle-ci, voilà. Merci. Il y avait une question? Non, c'était juste, tu voulais voir? Oui, c'était juste ça. Et de toute façon, je vous les envoie, hein, vous inquiétez pas, je vous renvoie tout. Et puis, je vous enverrai aussi, donc, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, le début du cours de demain. Juste, vous jetez un petit coup d'œil. Il y a des calculs, mais on va tout reprendre ensemble demain. Donc, après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui préfèrent anticiper le cours, je pense, essayer de faire des calculs pour mieux comprendre quand on va passer au cours vocal. Peut-être d'autres personnes veulent découvrir au moment du cours vocal et puis reprendre les calculs après. Moi, ça m'est égal. Hein. L'essentiel, c'est que vous arriviez à comprendre le cours et puis à suivre un petit peu tout ça. C'est pas facile à distance. Donc demain, on va travailler sur les fonctions de deux variables. Il n'y a pas de difficulté majeure, mais c'est très très calculatoire à chaque fois. Donc il faudra refaire tous les exemples du cours. Tous les exemples que je vous donne, vous les reprendrez et puis voilà, on travaillera là-dessus. Alors pour aujourd'hui, ben, je vais vous abandonner et je vous envoie tout ça donc en début d'après-midi.
Il y a toujours le devoir à la maison à chercher. Donc, vous m'envoyez des questions s'il y a des questions. Et je vous dis, je vous enverrai, donc le prochain sujet, je l'enverrai vendredi, il est un petit peu délicat. Et j'espère que vous avez assez de travail, hein, vous ennuyez pas. Donc, reprendre ces histoires de variables aléatoires aussi, c'est important. Voilà, voilà. Bien, donc je vous laisse continuer à travailler. Et puis, vous avez le cours de bio à 11h. Voilà, ben, à demain!